Good morning, ladies and gentlemen. Bonjour Thank you very mesdames et messieurs, much for being on time and even merci beaucoup d'être à l'heure et même d'être avant l'heure d'ailleurs, où que vous soyez. Au nom du Collège ACP et de l'OCDE, nous vous remercions du fond du cœur d'être avec nous aujourd'hui. Je suis Olina Boto, responsable réseau et alliance au Collège ACP, et nous avons déjà organisé ce type d'activité l'an dernier à l'occasion de l'année internationale des Nations Unies sur les fruits et légumes. Et nous avons une séance tous les 2 mois avec Collet ACP, avec le soutien de l'OCDE et avec le Collet ACP au travers d'un programme soutenu par l'Union européenne et l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Il s'agit principalement d'échanger des informations sur des sujets importants pour le secteur des fruits et légumes. Il s'agit également de mieux comprendre les dynamiques qui sous-tendent une production euh, saine et durable. Et également, nous allons présenter des success stories, plus particulièrement du côté des opérateurs non seulement dans l'Union européenne, mais également dans les pays du Sud, plus en segmenté, bien entendu. Alors, la session d'aujourd'hui est très importante, le sujet est très intéressant d'ailleurs. Nous allons en effet aborder différentes questions importantes, comme la promotion de choix alimentaires sains, la réponse aux besoins en information des consommateurs, information nutritionnelle, information sur la composition des aliments. Également, nous allons aborder un certain nombre de défis, mais aussi les débouchés, les opportunités qui sont ouvertes par l'adoption de régimes d'étiquetage. Et c'est vrai, c'est une question complexe. Il nous faut comprendre mieux les politiques qui viennent encourager des choix alimentaires sains, les politiques de l'OCDE. Et voilà donc le sujet d'aujourd'hui. Nous allons donc avoir deux séances, deux petits panels. Tout d'abord avec nos collègues de l'OCDE et nous allons aborder la manière dont les politiques peuvent contribuer à des choix alimentaires sains, comment également simplifier les régimes d'étiquetage. Et puis nous aurons un second panel qui portera plus sur les aspects pratiques, expérience du terrain de 3 opérateurs qui importent à partir de différents marchés un peu partout dans le monde, 2 collègues basés en France aujourd'hui et une collègue du Ghana, euh, qui appartiennent tous bien sûr au secteur fruits et légumes et qui travaillent également sur la valeur ajoutée dans le cadre de la transformation alimentaire. Vous savez que l'étiquetage n'est pas obligatoire, certainement pas pour les fruits et légumes. Et aujourd'hui, des entreprises sont concernées par cela. Nous avons donc passé directement à notre collègue Marie Russell. Marie remplace Céline qui a été testé positif au Covid hier, malheureusement. Comme vous le savez, nous avons certains cas encore ici en Europe et tout le monde ne va pas très bien. Donc, Marie Russell est chargée de programme principal à l'OCDE à Paris. Elle coordonne les activités du régime de l'OCDE pour l'application de normes internationales aux fruits et légumes. Avant de rejoindre l'OCDE, elle a travaillé au Centre national de la recherche scientifique, que vous connaissez tous, le CNRS. Elle a travaillé également à l'Institut national de la recherche agronomique, à l'INRA. Thème de prédilection, la gestion de la recherche et la coopération européenne dans les domaines de la durabilité et de la résilience des systèmes agricoles et alimentaires anciens et contemporains. Elle est titulaire d'un diplôme en sciences et ingénierie des aliments de l'École nationale supérieure d'agronomie et des industries alimentaires et elle est titulaire d'un doctorat en archéologie historique de l'alimentation, diplôme obtenu en France également. Donc, merci beaucoup Marie, merci d'être avec nous et vous allez également nous présenter l'exposé de Céline, le vôtre et celui de Céline. Merci beaucoup donc à Marie à qui je passe la parole. Bonjour à tous. Je pense que pour cette première présentation, je vais parler en français. Ce sera plus facile pour moi. Donc, je voulais encore euh, nous excuser au CDE auprès de vous. Et donc, je présente cette action qu'a mise en place l'OCDE pour essayer de contribuer par des politiques publiques à de meilleurs choix alimentaires. Céline, c'est Céline Ginet à l'OCDE qui est en charge
de développer ces politiques. Et elle a mis en place pour vous une présentation pour expliquer de quelle façon l'OCDE aimerait contribuer par des conseils, des politiques publiques à aller vers de meilleurs choix alimentaires. Alors, évidemment, ces politiques publiques s'adressent à l'alimentation générale, mais comme on en est tous bien conscients, les fruits et légumes contribuent, ce n'est pas à démontrer, à une meilleure santé. Donc, cette présentation est générale, mais ce que Céline espère, c'est susciter un dialogue avec vous qui êtes les acteurs de la chaîne de production et de transformation et de distribution des fruits et légumes, qu'ils soient frais ou transformés. Donc, voilà pourquoi nous souhaitons partager avec vous ce travail qui est en cours. De façon générale, sur les politiques alimentaires, il y a déjà eu des travaux qui ont été effectués à l'OCDE. Ça fait quelques années maintenant que la division dans laquelle travaille Céline s'intéresse aux systèmes alimentaires. Et là, ce que je vais vous présenter, c'est dans un premier temps, comment donc le contexte dans lequel ces politiques sont développées à l'OCDE. Alors, comme vous le savez tous, l'obésité est un fléau qui frappe tous les pays. Et peut-être l'ignorez-vous, mais dans l'OCDE, 60% de la population des pays OCDE est en surpoids et en plus 25% est obèse. Donc, ça fait très longtemps maintenant que cette question inquiète la recherche, notamment publique, là d'où je viens. On s'intéresse à cette question depuis longtemps. Et maintenant, on peut constater que depuis 40 ans, le nombre des personnes obèses a quasiment triplé. Donc, c'est un sujet qui est grave. Et c'est un sujet en plus qui est souvent associé aussi à la malnutrition. Donc, dans ce contexte-là, l'OCDE s'intéresse au sujet parce que, comme vous le savez probablement aussi, ces problèmes de santé, de maladies non transmissibles telles que l'obésité, ont aussi un impact sur l'emploi des personnes concernées, sur les dépenses de santé. Et dans cette perspective-là, il est légitime que les gouvernements s'intéressent à des politiques qui pourraient réduire l'obésité et orienter la demande vers des choix alimentaires plus sains pour la santé. Alors, excusez-moi, j'ai oublié de demander à Axel de passer les diapos. Axel, je vous prie de m'excuser, on en est à la diapo 6. Oui, c'est bon, je la partage depuis le début de votre présentation, tout va bien. D'accord, ok. Voilà. Donc, d'autres informations dont vous êtes probablement déjà bien informés, c'est que cette obésité touche toutes les couches socio-économiques, mais malheureusement surtout les classes à revenus faibles. Et souvent, dans ces classes-là, on a affaire à ce qu'on appelle de l'insécurité alimentaire, c'est-à-dire que dans certains foyers, on est obligé de transiger sur la qualité lorsque on ne peut pas s'offrir l'alimentation tout à fait adéquate. Et ça accentue encore plus les problèmes. Mais enfin, toutes les couches sont touchées parce que, par exemple, aux États-Unis, si on prend les couches sociales les plus élevées, les couches sociales qui sont les plus aisées, plus de 30% des hommes sont obèses.
dans les couches sociales les plus aisées. Et on sait que ces taux augmentent lorsque on descend vers des couches sociales moins aisées. Alors, il n'y a pas de solution miracle. Là, je demande à Axel de passer directement à la diapo numéro 9. Il est démontré par de multiples études scientifiques que pour influer la demande alimentaire, il faut utiliser plusieurs solutions. Une seule politique n'est pas suffisante. En fait, il faut agir par de nombreux leviers. Et si je prends le cas de la France ou d'autres pays, il y a par exemple des actions qu'on peut faire à l'école pour éduquer les enfants au goût. Il y a de l'information publique qu'on peut faire. Il y a évidemment après des solutions qui touchent plus les membres et les acteurs comme vous de la chaîne alimentaire avec éventuellement des incitations ou des taxes. Et la diapo que vous présente Céline ici, elle vous montre les solutions qui sont développées dans... Alors, excusez-moi, je relis ce qui a marqué. Pardon, ça vous montre à travers le monde donc les différentes solutions qui sont utilisées. Mais le fait est que ce qui est important, c'est de combiner les approches, en fait. Alors, pour rentrer un tout petit peu plus dans le détail, ce que propose l'axe de politique publique que propose l'OCDE est en 4 points. Donc, il y a d'abord des interventions sur la demande. Donc, par exemple, vous avez la campagne 5 fruits et légumes par jour qui existe en France. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point, c'est d'interagir avec les acteurs de la chaîne. Et là, je pense qu'à ce stade, si Céline était là, elle en profiterait pour vous demander, quand le moment sera venu, de faire des retours sur les cadres que vous mettez en place et comment vous prenez en compte les contraintes que vous imposent vos gouvernements par rapport à l'enjeu de proposer des aliments plus sains pour la santé. Parce qu'on sait pour l'industrie alimentaire que ce n'est pas si évident que ça de changer ses formulations. Ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. Donc là, je pense que, Céline, si vous avez des retours à faire sur ce sujet, elle serait vraiment intéressée de les connaître. Et moi, je me ferai un plaisir de prendre vos retours d'expérience et vos questions là-dessus. Bon, il y a beaucoup de choses qui peuvent être mises en place. On connaît les nudges, par exemple. Bon, j'en ai en tête qui n'a rien à voir avec l'alimentation, donc je ne le partagerai pas avec vous. En tout cas, c'est une autre action. Pardon. Après, il peut y avoir des régulations, mais là encore, moi, je ne peux pas vous donner plus d'informations parce que sais pas ma spécialité, mais enfin, il existe aussi des études pour voir quels sont les effets de ces mesures. C'est-à-dire les effets dans le temps de ces mesures et si ça change réellement l'offre ou la demande. Alors, ce que je souhaiterais aussi, et puis après il y a les mesures fiscales, et ce que je voudrais mettre en avant, parce que c'était un message important que Céline m'a demandé de vous transmettre, c'est que ce qui est certain, c'est qu'il n'y a pas assez encore de données probantes au service de la recherche, notamment, et du conseil en politique publique. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'il y a un besoin important pour investir, pour pouvoir trouver des solutions pour combler cette absence de données. Et je passe à la dernière diapo de cette présentation. Axel, merci.
3 publications de l'OCDE que vous pouvez obtenir. Elles sont accessibles, elles sont publiques. Il y a 2 publications auxquelles Céline a directement contribué sur les systèmes alimentaires, et notamment les propositions pour essayer de justement combler ces lacunes d'information. Ce n'est pas évident puisqu'il s'agit de communiquer avec le secteur privé, et parfois c'est difficile et c'est sensible de partager les informations. Donc à l'OCDE, on est conscient que ce n'est pas si simple pour le secteur public de partager des informations. Et c'est pour cela que Céline, par exemple, elle est à la tête d'un réseau d'acteurs de la chaîne alimentaire qui s'appelle la FCAN, qui existe maintenant depuis 2011. Et je pense que cela va me permettre de faire la transition avec la deuxième présentation de Céline. Céline et son équipe ont identifié plusieurs actions possibles à faire. Et ici, Céline souhaitait justement partager avec vous, lors de ce séminaire sur l'étiquetage, un projet qui, lui, ne fait encore l'objet d'aucun rapport parce qu'il est en train d'être mis en place. Les contacts ont été pris avec des pays qui sont volontaires. Je passe à la diapo suivante. Vous avez les drapeaux ici. Il y a notamment l'Australie, la Nouvelle-Zélande, Israël, des pays d'Amérique latine, l'Amérique du Nord, l'Union européenne, avec notamment la France, l'Allemagne, la Suisse, l'Italie. Donc, des contacts ont été pris avec tous ces pays pour essayer d'échanger des informations sur les étiquetages qui existent actuellement pour le donner de l'information simplifiée de type nutritionnel pour le consommateur. Je voudrais à ce stade signaler que si tout va bien normalement, une collègue de Céline, qui s'appelle Daniela Rodriguez, qui travaille avec nous et surtout avec Céline à l'OCDE, s'est connectée très gentiment aujourd'hui au pied levé pour assister à ma présentation et surtout entendre vos retours et prendre note. Éventuellement, si vous avez des questions sur la présentation qui vient, peut-être, si elle est d'accord, prendre éventuellement la parole. Donc, elle s'appelle Daniela Rodriguez, je le dis à l'attention de nos organisateurs. Et de toute façon, on ne sera pas trop de deux pour écouter vos retours là-dessus et rendre compte à Céline qui ensuite reprendra contact avec vous. Alors, ce projet, c'est pour développer une compréhension, si possible commune, conjointe et harmonisée d'un système d'étiquetage nutritionnel simplifié. Dans un premier temps, ce que je vais vous présenter, c'est les premiers stades de l'enquête qui a été réalisée par Céline et par Daniela auprès des pays, c'est-à-dire le statut, qu'est-ce qui existe actuellement, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de façons de présenter ces valeurs, ces allégations nutritionnelles. Donc, voici les divers pays. Et donc, l'OCDE a enquêté avec les gouvernements de ces pays volontaires sur qu'est-ce qui existe chez eux en matière d'étiquetage. Et donc, sur cette diapositive, vous voyez qu'il y a déjà 2 types de systèmes, des systèmes obligatoires et des systèmes sur la base du volontariat. Il y a 5 pays qui ont mis en place un système obligatoire. Vous les avez à gauche. Vous avez 7 pays qui ont mis en place un système de volontariat avec une étiquette d'homologation endorsement label. Et après, il y a aussi des pays qui ont un système hybride. Donc, en fait, l'intérêt de cette enquête de l'OCDE auprès de ces pays volontaires qui couvrent quand même beaucoup d'espace, de pays
et de populations différentes surtout, c'est de voir la diversité des systèmes mis en place. Et ensuite, l'intérêt, ça va être de voir comment comment c'est organisé et est-ce que derrière cette diversité, on peut trouver une convergence en fait et une volonté aussi de convergence. Voilà. Donc, il y a donc d'abord une grande diversité. Le système varie en fait par rapport à la façon dont c'est présenté, le message. Il y a il y a beaucoup de derrière cette diversité, excusez-moi. Déjà, peut-être on peut se demander s'il y a une acception commune de la notion de produits sains ou d'alimentation qu'on pourrait qualifier de adéquate pour la santé. Et c'est tout l'enjeu aussi de cette collaboration de l'OCDE portée par Céline avec les pays volontaires que vous avez vus. Pour aller plus loin, et parce qu'il faut, se heurter, on va dire, se confronter à des cas concrets, ce qu'a fait ce groupe, c'est sur plusieurs exemples, comme ici vous avez à l'écran ce jus de pomme. Et je passe très très vite sur les 4 exemples, comme ça vous les avez en tête. Il y a aussi une sauce pomme, il y a également une sauce tomate et une pizza. Alors, je reviens sur la première, juste comme ça. Pour ces 4 produits, qui sont des produits américains, le groupe s'est basé sur une évaluation nutritionnelle de ces produits par Food Data Central US. Et là, Daniela, si elle est là, elle pourra me corriger si je me trompe. Et à partir de ces données nutritionnelles, le groupe a, on va dire, excusez-moi, je ne trouve pas le mot, mais imaginez quel serait l'étiquetage dans tous les pays qui ont mis en place cet étiquetage. Donc, nous, en France, on connaît bien le Nutri-Score. Donc, par exemple, pour le jus de pomme, il y aurait un C. Mais vous avez aussi l'étiquetage anglais, l'étiquetage italien et tous les autres que vous voyez apparaître sur la diapo. Et vous pouvez voir comment ce jus de pomme serait présenté aux consommateurs de ces pays avec l'étiquetage qui a été développé. Donc, ça, sur les 4 exemples. Et ces exemples ont été choisis pour vous, en ce sens que ce sont des 4 produits qui emploient quand même beaucoup de fruits et de légumes, même transformés. C'est le plus proche du secteur fruits et légumes que Céline a pu trouver. Et voilà pourquoi on vous a présenté ces 4 produits. Donc, on en est là, ils en sont là plus exactement de leur recherche. Je pense que c'est un travail qui va durer un certain temps. Pour l'instant, c'est en préparation. Et le rôle, et dans ce travail, Céline a identifié que le rôle du secteur privé est vraiment, c'est pas nouveau, bien entendu, puisqu'elle travaille avec le secteur privé depuis plus de 10 ans maintenant, est très important pour arriver à aller vers des alimentations des choix alimentaires plus adéquats pour la santé. Donc, il semblerait, pour l'instant, pour la première enquête, première étape de l'enquête qui a été réalisée, que, par exemple, les distributeurs semblent participer activement dans les systèmes qui étaient mis en place sur la base du volontariat. Donc, c'est important de voir que dans les pays où il y a les systèmes de volontariat qui ont été mis en place, les acteurs participent. Voilà. Pour l'instant, je ne préfère pas en dire plus là-dessus. Je voudrais vous remercier pour votre compréhension et surtout vous inciter, si vous avez des questions, et je pense que vous en aurez, à ne pas hésiter à me les envoyer, dans le chat, mais à tous, de façon à ce que les modérateurs puissent aussi les lire. Et n'hésitez pas à intervenir. Merci beaucoup.
et nous espérons avoir des retours de votre part. Thank you very much, Marie, for stepping in for Céline. Merci beaucoup, Marie, d'avoir pris le relais au pied levé pour Céline. Nous lui souhaitons un bon rétablissement. Elle a été testée positive au COVID hier et elle avait totalement perdu la voix. Nous espérons donc qu'elle va mieux. Alors, nous savons que les pays ACP en savent énormément sur les maladies non transmissibles que sont l'obésité, le surpoids et ont mis un accent extrêmement fort sur la prévention par la promotion de modes de vie et d'alimentation sains. Alors, vous l'avez mentionné, la formation est un élément clé et l'adoption par les différents acteurs de la chaîne de valeur d'un système ou d'un régime d'étiquetage adéquat fait partie des pratiques qui favorisent la promotion d'une alimentation saine et de denrées alimentaires saines et qui promeut l'information. Alors, l'éducation est bien évidemment un élément clé qui doit permettre aux populations de mieux comprendre, et nous reviendrons d'ailleurs là-dessus plus tard, de mieux comprendre la complexité du système. Moi-même, en tant que consommatrice, j'ai parfois un peu de difficulté à comprendre le système alimentaire, ce que cela implique, les complexités du système. Alors, la Commission européenne, pour le moment, s'efforce de simplifier et d'harmoniser les différents régimes d'étiquetage en associant les différents acteurs de la chaîne d'approvisionnement. Et nous espérons que d'ici à la fin de l'année, la Commission européenne sera parvenue à informer, à nous donner plus d'éclaircissements sur sa politique. Alors, nous savons quel est l'impact des étiquettes alimentaires, mais il nous manque des données et nous devons bien évidemment prendre des mesures sur l'information et sur la compilation de données. Par ailleurs, nous n'avons pas suffisamment de données quant aux consommateurs, la façon dont les consommateurs utilisent les informations et les répercussions de cette information sur leur choix. Bien évidemment, nous savons qu'une alimentation saine vaut mieux qu'une mauvaise alimentation, mais nous ne savons pas quel est l'impact des données. Un tout grand merci pour vos présentations et je rappelle au public que vous avez la possibilité de poser vos questions, de contribuer aux discussions via la fonction discussion. Je vois qu'il y a quelques questions concernant l'interprétation. Nous avons l'anglais et le français. Donc, pour choisir votre langue, vous avez un petit planisphère en bas d'écran sur lequel vous cliquez pour choisir la langue que vous souhaitez entendre. Oui, les PowerPoints seront partagés et il va sans dire que l'enregistrement de la session sera rendu disponible également. Et sans plus attendre, et les collègues de l'OCDE dans l'audience, dans le public peuvent également nous intervenir. Nous aurons bien évidemment une session questions-réponses en fin de panel. Nous allons maintenant passer à la session avec les opérateurs. Nous voudrions connaître leur point de vue en tant que transformateurs du secteur fruits et légumes. Nous voudrions savoir comment ils mettent en œuvre ces politiques, ces régimes en faveur d'une alimentation saine. Nous allons commencer par notre collègue du Ghana, Eugenia Bafo, qui est responsable du développement de nouveaux produits DNP chez HPW Fresh and Dry Ltd. Vous êtes membre et bénéficiaire des services Collé ACP. Je remercie mes différents collègues au sein du Collé APC qui nous ont aidés à faire en sorte que vous soyez ici. Vous travaillez pour HPW au Ghana, qui est le plus gros producteur de fruits secs du Ghana en Afrique de l'Ouest. Et avant de devenir responsable du développement de nouveaux produits, il faisait partie de l'équipe de gestion de la production de l'entreprise. Eugenia a une expérience solide dans le secteur de la restauration aérienne après avoir travaillé pendant 5 ans dans le département d'assurance qualité de New Rest Ghana et elle travaille avec la norme ISO. Eugenia, vous avez la parole et à nouveau, un tout grand merci d'être présente aujourd'hui. Nous savons qu'il est beaucoup plus tôt chez vous que chez nous. Nous vous en remercions davantage. Merci beaucoup, ici Elena. Bonjour à tous. Je suis vraiment très heureuse d'être ici avec vous aujourd'hui.
Alors, une brève présentation des politiques qui soutiennent des choix alimentaires plus sains par le biais de programmes d'étiquetage. Alors, je pense que la plupart des personnes ici présentes seront d'accord avec moi pour dire que les consommateurs sont aujourd'hui beaucoup mieux informés et avisés quant aux produits qu'ils souhaitent d'acheter et de consommer. Dès lors, les entreprises ne peuvent plus se contenter de prétendre à des allégations nutritionnelles ou à la responsabilité sociale. Et je pense également qu'il semble évident que les consommateurs utilisent leur pouvoir d'achat non seulement pour améliorer leur santé, mais également pour que les choses s'améliorent en encourageant la croissance des marques qui peuvent prouver que tout ce qu'elles utilisent est propre et que les emballages et les ingrédients qu'ils contiennent proviennent de sources responsables. HPW a tiré les conclusions de la situation et a ensuite relevé le défi. Comment l'avons-nous fait? Eh bien, nous avons considéré qu'à notre époque, les clients souhaitent une plus grande transparence. Que pouvons-nous faire dans ce cadre? Eh bien, nous avons décidé d'aller un pas plus loin pour combiner les informations sur les produits à forte valeur nutritive et des exemples de marques convaincants sur les matériaux d'emballage. Alors, quelques mots sur HPW Fresh and Dry. Notre entreprise a vu le jour au beau milieu des vergers de la zone rurale d'Adaiso au Ghana. Nous sommes aujourd'hui, nous sommes à plus de 70 km de la capitale du Ghana. Nous sommes aujourd'hui les plus grands producteurs de collations à base de fruits séchés naturellement d'Afrique de l'Ouest, la mangue, la noix de coco, l'ananas, et nous exportons 2700 tonnes de fruits déshydratés et transformons plus de 30 000 tonnes de fruits frais. Nous sommes convaincus que notre production peut avoir un impact sur l'environnement, raison pour laquelle nous avons décidé, comme je vous l'ai dit, d'aller plus loin pour adopter un modèle qui respecte l'environnement et qui soit convivial à tous les niveaux de la production et de la transformation. Alors, nous sommes constitués une niche dans le secteur des fruits et noix séchés. Nous avons aujourd'hui, grâce à cela, une présence en Amérique, en Afrique. Nous avons également pénétré les marchés de la Chine et de l'Europe, ainsi que du Moyen-Orient. Alors, pour ce qui est de la conception, de l'emballage et de l'étiquetage, nous nous plions bien sûr aux exigences en matière d'étiquetage nutritionnel dictées par les pays de destination, ce qui veut dire que si nous considérons l'Europe, nous adoptons les politiques de l'Union européenne en matière d'étiquetage. Pour les États-Unis, il s'agit des normes publiées par la FDA et nos systèmes de qualité qui ont été mises en œuvre garantissent que nous concevons et approuvons les emballages dont les informations nutritionnelles sont au cœur des exigences de conformité imposées par le client. Et je peux vous garantir que nos produits sont soumis à toute une série d'analyses, d'évaluations et sont homologués par des laboratoires agréés. Nous sommes d'ailleurs certifiés, nos emballages sont certifiés. Vous voyez d'ailleurs un exemple ici de nos emballages où apparaissent les différents ingrédients du produit et la procédure de production. Alors, je vous ai dit un peu plus tôt que nous avons décidé de relever le défi qui consiste à offrir aux consommateurs une plus grande transparence. Nous avons donc décidé d'associer les informations sur le produit, d'exemples, d'expériences intéressantes, l'histoire de notre entreprise. Vous voyez ici ce qui peut apparaître au dos de nos produits. Nous leur
donnons des informations particulières sur l'origine du produit qu'ils consomment, à savoir où ce produit a été développé, a été cultivé, comment il a été transformé, et nous leur donnons des exemples uniques. Vous avez ici l'exemple d'une expérience de consommateur très souriant, expliquant comment nous en sommes arrivés à ce modèle commercial. Et vous voyez qu'il y a une productrice, la photo d'une productrice qui dit que mettre le produit de la plus grande qualité possible sur le marché est une priorité absolue, car les consommateurs sont au cœur de nos préoccupations et nous voulons voir apparaître un sourire sur leur visage. Ensuite, vous avez ici la localisation de notre production et nous insistons sur les modèles durables. Nous utilisons les déchets de la production de fruits secs pour alimenter nos dispositifs de séchage, par exemple. Nous utilisons la coque des noix de coco pour ce faire. Nous avons des mangues ici qui sont utilisées pour les collations. Sont des mangues qui viennent de sources équitables, certifiées, et nous avons été soumis à des contrôles. C'est le type d'anecdotes ou d'histoires concernant notre marque qui figurent sur nos produits et qui sont inclus dans le matériel d'emballage. Alors, lorsque nous avons adopté cette initiative, et je vous demanderai de revenir au transparent précédent. Alors, lorsque nous avons décidé d'adopter ou de présenter des histoires ou des anecdotes sur nos origines, nous avons assisté à une augmentation de 70% de nos ventes au détail. Vous voyez donc comment influencer le succès d'une entreprise. Vous avez ici un autre exemple, un emballage sur lequel nous tentons d'expliquer aux consommateurs que dans ce produit qu'il ou elle consomme, rien n'a été ajouté, qu'il s'agit uniquement de fruits, et nous expliquons que ces fruits sont séchés au soleil et sont cultivés et récoltés par de petits producteurs à qui nous avons donc fourni de l'emploi, et que ces produits ont été transformés de façon totalement naturelle en utilisant des modèles durables de production. Comme je vous l'ai dit, les déchets alimentaires sont réutilisés dans l'alimentation de nos machines. Nous utilisons également l'énergie solaire et tout cela apparaît sur nos emballages d'une manière ou d'une autre. Alors, nous avons ici un autre exemple de produit que nous commercialisons, à savoir des chips à base de noix de coco. Nous présentons sur l'image un fait réel, c'est-à-dire que ces noix de coco n'ont pas été cueillies pour être mûries dans des installations, mais que ces noix de coco tombent lorsqu'elles sont mûres et qu'elles sont ensuite récoltées, et que la coque de cette noix de coco est utilisée pour générer de l'énergie et alimenter les machines de séchage. Nous ne produisons donc pas de CO2 lorsque nous procédons au séchage de nos fruits et légumes. Alors, pour ce qui est des allégations de qualité, je vous ai dit que tous les produits sont soumis à toute une série d'analyses en laboratoire et que toutes les informations figurant sur les emballages sont des informations homologuées, certifiées, ce qui nous assure de respecter toutes les exigences qui nous sont imposées dans notre production. Alors, un autre exemple ici qui montre la chaîne de valeur, l'agriculteur, de l'agriculteur aux installations de transformation.
au laboratoire et à la vente sans l'ajout du moindre additif. Pas de sucre ajouté, rien n'a été ajouté. Ce sont des fruits séchés au soleil qui sont proposés à la consommation. Alors, jusqu'ici, les choses ont bien fonctionné. Nous sommes une entreprise assez fructueuse. Nous n'avons pas connu de problèmes majeurs en termes d'étiquetage nutritionnel, mais nous voulons toujours aller plus loin pour prouver à nos consommateurs, aux clients et aux autorités de réglementation que nous adoptons les procédures les plus adéquates. Et nous utilisons des méthodes de communication champ propre comme les codes QR. Les consommateurs peuvent scanner les emballages des produits et obtenir ainsi plus d'informations sur les origines du produit, les méthodes de production. Et en conclusion, donc, je dirais que nous pensons que la transparence nous permet non seulement de bénéficier d'une confiance envers la marque, envers l'enseigne, mais également d'augmenter notre clientèle et de limiter les conséquences de rappel de produits suite à la présentation d'ingrédients dangereux. Merci beaucoup, Eugenia. Très, très intéressant, très, très informatif. Bon, nous avons un chat très animé avec des gens qui viennent d'un peu partout et nous avons des questions pour vous, mais sans plus attendre. Nous avons Guillaume Prime, responsable qualité logistique sur Alsacique en France, qui va nous illustrer aussi leur expérience et si possible nous parler aussi. Alors nous sommes parfois un petit peu, Marie l'a dit au début, il n'y a pas un système d'étiquetage uniforme et unique. Il y a évidemment certains qui prédominent, il y aura probablement un consensus au niveau de l'Europe sur certains, mais entre le traffic light, donc le système d'étiquetage avec feu tricolore, je crois que ça s'appelle, ou bien le Nutri-Score, ou bien d'autres. Parfois, c'est assez complexe et les consommateurs peuvent aussi être un petit peu perdus. Donc, au travers des expériences des opérateurs, nous voyons quand même les retours aussi, comme Eugénia nous l'a indiqué. Donc, c'est très, très intéressant. Alors, pour le cas sur Alsacique, Guillaume Prime est responsable donc qualité logistique sur Alsacique, qui va nous en dire plus. C'est une entreprise familiale qui a été créée en 58 et qui importe des produits alimentaires certifiés biologiques de différentes régions du monde et qui fournit des distributeurs majeurs en France que nous connaissons tous. Alors, il est ingénieur agronome de formation. Il a rejoint l'entreprise en 2018. Ses expériences passées étaient toujours dans le même domaine, responsable assurance qualité chez différents grands supermarchés, chef de département qualité épicerie liquide, achat de groupe Casino, ainsi que d'autres grandes enseignes françaises. Donc, Guillaume dispose d'une expertise reconnue dans les secteurs de qualité, hygiène, sécurité alimentaire, ainsi que dans ceux du développement de produits alimentaires et réglementation alimentaire. Et c'est très important pour nous, la partie réglementation dans l'étiquetage de produits alimentaires. Et je sais que votre compagnie est aussi très, très impliquée avec les régulateurs ou les politiques, ceux en tout cas qui définissent ces règles-là. Donc, sans plus attendre, Guillaume, merci beaucoup de nous rejoindre de Paris. Bonjour, merci beaucoup Isolina pour l'introduction. Merci à l'OCDE et au COL-ACP de nous avoir invités. On est très heureux d'être là. J'espère que vous m'entendez bien. Si ce n'est pas le cas, je compte sur vous pour me faire signe. Alors, je ne vois pas la présentation à l'écran pour le moment. On vous entend très bien et Axel est en train de… Voilà. Je pense… Parfait. Voilà. Merci. On peut passer directement à la prochaine slide. Merci. Donc, comme vous l'avez dit, sur Alsacique est une petite entreprise créée en 1958, spécialisée dans l'import de produits alimentaires. Et voici nos principaux produits. Essentiellement, le cœur de palmier sauvage, en général issu de l'agriculture biologique. Le cœur de palmier cultivé, qui est un produit un petit peu différent et plutôt marginal pour nous.
l'import de fruits tropicaux biologiques également, le lait de coco, l'huile vierge de coco, et puis un produit qui est un peu différent et qui sort un peu du champ aujourd'hui, c'est le foie de morue, qui est un petit peu différent, qui n'est ni un fruit ni un légume, évidemment. Nos principaux clients, comme vous l'avez dit, c'est à peu près toute la grande distribution, essentiellement en France. Donc, pour ceux qui les connaissent, les grandes enseignes de distribution françaises, Carrefour, Leclerc, Auchan, Super U et Hyper U, Casino, Monoprix, Franprix, etc. Mais également la distribution bio spécialisée, par exemple Biocoop ou La Vie Claire. Nous avons un chiffre d'affaires d'environ 7 millions d'euros pour environ 6 millions d'unités de vente consommateurs mises sur le marché en 2021. Voilà, donc ça c'était pour la présentation assez rapide de l'entreprise. On peut passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Voilà. Donc, je vais faire un petit focus sur 2 de nos produits qui vont peut-être nous intéresser un peu plus aujourd'hui. Le premier, c'est le cœur de palmier sauvage. On insiste bien sur le côté sauvage car il s'agit d'une espèce spécifique, Euterpe oleracea, et qui est très différente du cœur de palmier cultivé. Donc, voilà, vous avez une photo d'un cœur de palmier tout frais, fraîchement cueilli. Donc, c'est cueilli manuellement dans la forêt amazonienne au Guyana. Et majoritairement, cette cueillette est opérée par les communautés locales amérindiennes. Si on peut passer au produit suivant, à la slide suivante, voilà. Donc, une fois transformé, ce produit est exporté, importé en ce qui nous concerne, vers la France sous forme de conserve, donc en boîte ou en bocal. Et il se consomme, voilà, c'est quelque chose qui se consomme très régulièrement en France, sous forme de salade, ou alors directement à croquer, ou bien mis en œuvre dans la cuisine. Il a une particularité, c'est qu'il est riche en fibres. Donc, slide suivante. Voilà. Un autre de nos produits phares, c'est l'ananas bio, lui également en conserve, donc plutôt en bocal, comme vous pouvez le voir ici. Originaire de Thaïlande pour ce qui nous concerne et qui est uniquement produit à partir de morceaux d'ananas et de jus d'ananas. Donc un produit très très simple dans sa liste d'ingrédients et qui a également évidemment l'avantage de ne pas avoir de sucre ajouté. Et on rejoint un peu ce qu'a dit Eugénia tout à l'heure et vous verrez qu'il y a beaucoup de choses communes qui vont apparaître dans mes propos. Alors, donc comme vous l'avez vu, nous faisons des produits transformés. Ce ne sont pas des produits faits, ce ne sont pas des produits frais, ce sont des produits de conservation. Et nous les faisons essentiellement à ce qu'on appelle des marques de distributeurs. C'est-à-dire ce ne sont pas nos marques, ce sont les marques des enseignes pour lesquelles nous travaillons. Donc nous l'avons dit, Carrefour, Auchan, Leclerc, etc. Et donc pour cela, nous répondons à des appels d'offres. Et il y a une tendance de fond que l'on voit depuis longtemps, mais qui se renforce depuis une bonne dizaine d'années, ce sont les exigences de composition et les exigences nutritionnelles. Donc, parmi de nombreuses exigences, les principales sont la recherche par nos clients de clean label, c'est-à-dire de listes d'ingrédients simples, où on limite les additifs et où on évite les ingrédients ou les additifs avec des noms un petit peu barbares ou compliqués, qui évoquent plus la chimie que l'alimentaire. Donc ça, c'est vraiment une demande très très forte de la part de nos clients. Ensuite, il y a le profil nutritionnel en tant que tel. Dans les appels d'offres de nos clients distributeurs, clairement, la demande est à la limitation des acides gras saturés, des sucres, surtout s'il s'agit de sucre ajouté, et du sel. Et évidemment, l'objectif est également de maximiser les fibres, les glucides complexes, les protéines. Donc ça, c'est un discours qui est commun à toute la grande distribution sans exception et qui est tout à fait en ligne avec les politiques publiques de santé et de nutrition en vigueur en France et j'imagine généralement en Europe. Donc à la question tout à l'heure, y a-t-il un consensus international sur ce qui est un bon aliment? Alors je ne sais pas, mais en tout cas, en France, ces politiques nutritionnelles sont quand même assez bien définies, assez disponibles pour tout le monde. Dans les appels d'offres auxquels nous répondons, alors je vais juste, excusez-moi, voilà, merci. Il y a un nouvel élément qui apparaît, c'est le Nutri-Score, on va en reparler un petit peu après.
mais il sert également à nos clients de comparateurs dans leurs appels d'offres et dans le choix de leurs fournisseurs. Et par exemple, pour faire simple, un distributeur va difficilement accepter de sélectionner un produit qui aurait un Nutri-Score moins bon que le reste du marché. Slide suivante, s'il vous plaît. Donc, un rappel très rapide sur la réglementation sur l'étiquetage nutritionnel en Europe. Donc, c'est le règlement que peut-être certains d'entre vous connaissent, dit INCO. Donc, c'est le 1169-2011. Et dans ce long règlement sur l'information des consommateurs, il y a toute une partie sur la déclaration nutritionnelle. De manière simplifiée, cette déclaration doit être sous forme de tableau. L'ordre de présentation des nutriments est fixé par la réglementation. Cette déclaration est généralement obligatoire pour les produits transformés, ce qui n'est pas le cas des produits non transformés. Globalement, les informations qui sont exigées, c'est l'énergie, la matière grasse, les acides gras saturés, les glucides, les sucres, les protéines et le sel. Et puis, on peut y ajouter des mentions facultatives comme les fibres, etc. Comme ça a été dit par Eugénia, les données doivent être issues de moyennes analytiques, donc par des laboratoires accrédités, ou de données publiques reconnues. Mais dans tous les cas, les opérateurs doivent les vérifier régulièrement, être capables d'en prouver l'exactitude et donc régulièrement tester les produits. Donc cela a également un coût qu'il faut prendre en compte pour les opérateurs et l'intégrer dans des budgets d'analyse qui sont non négligeables parfois. Voilà, slide suivante, s'il vous plaît. Sur la partie nutritionnelle, il peut y avoir des cas particuliers que l'on peut observer ici, où l'on utilise des allégations nutritionnelles ou de santé, qui sont régies par un règlement européen également. Donc en haut, on a l'exemple de sans sucre ajouté, puisqu'il ne s'agit que d'ananas et de jus. Ou dans le cas des cœurs de palmier sauvages, on a un exemple où il est indiqué riche en fibres. Alors, je ne sais pas si je peux pointer, non, je ne crois pas. Donc c'est sur le bas de l'étiquette. Et dans tous les cas, quand on utilise une allégation nutritionnelle, il faut bien vérifier qu'elle est sur la liste des allégations positives du règlement 1924-2006. Voilà, c'est une liste bien précise. Donc, comme vous le voyez, nos clients distributeurs sont assez friands de ce type d'allégation. Slide suivante, s'il vous plaît. Et alors, on en vient enfin à la question du Nutri-Score, qui commence à être quand même largement répandu en France. On peut dire que vraiment la plupart de nos clients ont choisi de l'apposer sur leurs étiquettes. Il faut savoir que quand une marque décide d'apposer le Nutri-Score, elle a aujourd'hui l'obligation contractuelle de la déployer sur l'ensemble de sa marque. Donc, pour un distributeur qui a des centaines, voire des milliers de produits, ça veut dire déployer progressivement le Nutri-Score sur l'ensemble de ses produits. Donc, comme vous pouvez le voir, là, nous l'avons sur différents produits. Notre expérience du Nutri-Score, alors, ce que je vais vous dire maintenant ne vaut que pour notre expérience personnelle, n'a pas, voilà, c'est un point de vue parmi des milliers d'autres, sans doute. C'est que du point de vue consommateur, ça nous semble quand même très facile à interpréter. Donc, c'est un modèle interprétatif. Par exemple, on voit ici que deux produits sont A avec un logo vert. Donc, on s'imagine assez facilement que c'est un produit qui a un intérêt nutritionnel ou un bon profil nutritionnel. On voit par exemple l'exemple du lait de coco qui est un petit peu différent, qui du fait de sa composition en matière grasse est un niveau C. Donc, ce côté très facile à interpréter est vraiment un atout du Nutri-Score, je pense. La contrepartie de ça et des logos nutritionnels en général, c'est que ça simplifie une question qui est très complexe. Comme cela a été dit, qu'est-ce qu'un bon produit, qu'est-ce qu'un bon régime alimentaire? La nutrition est vraiment une science à part entière. Et résumer à un seul logo le profil nutritionnel d'un produit est évidemment simpliste. Donc, on a des cas, par exemple, alors pas tant sur les fruits et légumes, mais par exemple, notre autre produit dont je vous parlais, le foie de morue, a un vrai intérêt nutritionnel, mais présente, comme il s'agit d'un produit très gras, présente un
un Nutri-Score D, voire E. Donc, c'est compliqué d'expliquer à un consommateur que c'est un produit qui contient des vitamines très intéressantes, des acides gras oméga 3 très intéressants, mais qui a un score de E ou D. Voilà. Après, donc voilà, c'est le revers de la médaille un petit peu sur ce Nutri-Score. Après, du point de vue de l'opérateur, je dirais que c'est quelque chose qui est assez facile à mettre en œuvre. Donc, il n'y a aucune sorte de difficulté à ce niveau-là. On peut, enfin, le dernier point que je voulais évoquer, c'est on peut se poser la question quel va être le devenir réglementaire en France et en Europe sur le Nutri-Score. Aujourd'hui, en France, il est facultatif. Même si cela a été dit, il est largement adopté par les opérateurs. Donc, il devient un élément de comparaison pour les consommateurs d'une marque à l'autre et se déploie assez rapidement. La question, c'est est-ce qu'il va être adopté sous cette forme ou sous une autre, par exemple au niveau européen? Est-ce qu'il va revêtir une forme facultative ou obligatoire? Il peut y avoir également des conséquences ou des choix politiques qui pourraient être faits. Comme cela a été évoqué, par exemple, le Nutri-Score pourrait guider une politique fiscale ou pourrait conditionner, par exemple, l'autorisation d'apposer des allégations sur un produit. Donc, tout ça, c'est des choses, évidemment, que nous, opérateurs, on surveille et sur lesquelles on a évidemment un avis et on essaie de contribuer avec nos interprofessions pour alimenter le débat là-dessus. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop long et suffisamment clair. Et je vous remercie et je suis disponible pour toutes vos questions. Merci beaucoup, Guillaume. Très, très intéressant et très clair, en effet, sur un sujet de nouveau qui est complexe. Eugénia, il faut vérifier un petit peu les questions pour préparer un petit peu des réponses. Il y en a plusieurs sur HPW. Sinon, regardez sur votre chat directement. Sans plus attendre, alors nous donnons la parole maintenant à notre dernier opérateur aujourd'hui, Valérie Tremblay, qui est directrice qualité et RSE, donc responsabilité sociétale des entreprises pour ProNatura France, aussi très très proche du Colle ACP. Je remercie mes collègues de nouveau. Alors, vous avez rejoint en 1999 ProNatura. Vous occupez donc le poste de directrice qualité RSE depuis 2012. Alors, il s'agit d'une entreprise française, vous allez nous en dire plus, mais qui a été créée en 1987 et qui commercialise des fruits et légumes issus de l'agriculture biologique, aussi bien en frais que transformés, bien que bien sûr la partie transformée nous intéresse un petit peu plus aujourd'hui. Vous êtes titulaire d'un doctorat en agronomie environnement, engagé dans la filière de l'agriculture biologique au travers aussi du Comité national de l'agriculture biologique INAO depuis 2010 et aussi membre du comité d'administration de Synabio depuis 2006. Donc, je sais que vous êtes aussi très, très prise. Je vous remercie beaucoup de nous rejoindre aujourd'hui. Et voilà, si en 10 minutes, vous pouvez nous présenter un petit peu l'entreprise pour les gens qui ne vous connaissent pas et aussi un petit peu quelle est votre expérience sur les étiquetages nutritionnels. Merci. Bonjour à tous. Je vous remercie pour votre invitation. Je fais une petite présentation tout rapide déjà du groupe Organic Alliance. Si on peut passer la présentation. Voilà. Donc, ProNatura fait partie du groupe Organic Alliance. Et Organic Alliance, ça regroupe donc deux entreprises de la bio qui sont Vitafrais et ProNatura. Nous sommes engagés pour accélérer le développement d'une alimentation 100% bio, donc pour l'ensemble des entités, durable, équitable, fraîche et délicieuse. Donc, on agit au quotidien pour mettre en relation plus de 600 producteurs français et plus de 1000 au niveau mondial, passionnés par leurs produits et leurs terroirs. L'entreprise, donc, c'est 325 salariés pour l'ensemble des sociétés, 16 sites en France essentiellement, mais dans le monde également, 80 000 tonnes de fruits et légumes par an, pour un nombre de références de 2100, mais on va dire 150 références en fruits et légumes. Et on espère satisfaire nos clients qui sont plus de 2500 en France et en Europe. Voilà.
pour la diapo suivante. Donc, ProNatura, c'est donc une société créée en 1987 par un pionnier de la bio, Henri de Pazis. Depuis 35 ans, on travaille au cœur des filières fruits et légumes biologiques, avec comme préoccupation d'amener sur le marché des produits diversifiés, des fruits, des légumes, des fruits secs et des aromates. Je ne parlerai pas de Vitafrais aujourd'hui, qui est spécialiste des produits frais. Voilà, répartition rapide des sites en France. Ils sont situés, l'objectif c'est d'être situés dans les bassins de production, que ce soit en Provence-Alpes-Côte d'Azur ou bien que ce soit en Bretagne, mais également au cœur des bassins de distribution des produits pour la région parisienne, par exemple. À l'étranger, nous sommes situés historiquement tout d'abord au Togo, puis ensuite Maroc, Togo, puis récemment en Côte d'Ivoire, en Espagne, et une participation importante aussi pour la Turquie sur la partie fruits secs. L'entreprise est basée sur un socle de 100% bio, donc au niveau du règlement européen, avant même que la réglementation l'impose. Garantie d'émetteurs pour la partie biodynamique de certaines références, et une plateforme bien sûr équitable et responsable sur For Life pour ProNatura et l'entreprise durable pour Vitafrais. Les autres certifications sont liées à des filières, donc la filière au Togo qui est biologique 100% bien sûr, sur une gamme d'ananas frais, de jus. Alors la gamme frais, jus et sec, c'est pour justement permettre une plus grande écoulement de produits quand la consommation n'est pas suffisante en frais. On a fait ça également pour la Côte d'Ivoire avec l'ananas frais récemment. Au Maroc, ce sont les agrumes. À l'import, ça va être le produit phare qui est la banane en Max Havelaar, et puis d'autres produits également que nous importons, comme la mangue. En Europe, on essaye de développer aussi une partie bio, mais pas seulement. Donc, on s'est penché vers le référentiel bioéquitable en France pour la partie bretonne de notre gamme. Et en Europe, ce sont des produits distribués par Vitafrais en tant que transformation. On a choisi des standards alimentaires importants pour assurer les garanties auprès de nos consommateurs de grande surface, qui sont le standard IFS, pour 2 sites de conditionnement basés, pour le premier, sur le siège à Cavaillon, et en Bretagne, à Ploie pour le second, pour la partie distribution International Food Standard, version 7. Donc, rapidement maintenant, ProNatura, ce que je souhaitais présenter aujourd'hui, mais qui a déjà vraiment bien été développé par Guillaume Prin, sur qu'est-ce qu'on fait en termes d'emballage. Bon, il y a une petite erreur de frappe, désolé. Alors, voilà, sur les fruits et légumes, donc si on peut passer à la suivante, sur les fruits et légumes, notre possibilité d'affichage pour le consommateur est limitée puisqu'on vend plus la partie vendue en pré-emballé pour la grande distribution ne représente qu'une dizaine de %. Le reste est vendu en l'état auprès de magasins spécialisés bio en distribution, donc des emballages en vrac. Mais il y a moyen quand même de communiquer sur des produits sains, à la fois sur des emballages, déjà montrer que les emballages sont recyclables, que ce soit des aromates ou les pots sont compostables, le papier également, mais tout en permettant la visibilité du produit et la protection de ces aromates qui sont très fragiles. Également pour des emballages de nos verdures, enfin tout ce qui est famille de salade avec des complexes qui sont en papier maintenant, sur lesquels on peut communiquer. On verra tout à l'heure comment nous avons choisi de le faire. Pour les fraises où le produit sain était pendant longtemps présenté dans des barquettes plastiques, on a choisi de travailler pas seulement sur le produit en lui-même, mais aussi sur son emballage en proposant des emballages carton dans différents formats que vous voyez dans la dernière diapositive, la dernière photo. Voilà.
une manière de communiquer pour nos consommateurs, sachant que l'étiquette en magasin bio reste la plupart du temps accessible pour des exigences de transparence et de traçabilité sur le rayon. Donc, on va voir les logos obligatoires bio, la partie localisation française du produit, mais aussi un QR code qui renvoie au producteur et à ses exigences particulières, à la fois pour la marque Mediterra Bio, on essaye d'aller plus loin encore que le règlement bio en proposant des engagements sur l'absence de serre chauffée, sur des semences paysannes, sur l'absence de CMS, enfin, toute une série d'attentes du consommateur averti fréquentant les magasins bio. Voilà, j'ai mis 2 exemples, une étiquette de salade et puis aussi un type pour autre que la partie Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et idem, le QR code pour les fraises en informant aussi sur la partie emballage. Notre cœur de métier au-delà des fruits et légumes, je n'ai pas souhaité parler des produits vraiment transformés que l'on propose dans la gamme Vitafrais, mais sur ProNatura, on propose des fruits secs, une large gamme de fruits secs et jusqu'à présent, ce qui était dommage, c'était de les présenter dans des emballages plastiques. On a choisi de passer à du papier craft et au moment où on n'est pas passé également sur du papier craft, on a rajouté bien sûr le Nutri-Score sur nos propres marques de manière volontaire avec des Nutri-Score qui, puisque comme on l'a expliqué tout à l'heure, en fonction de la composition en partie en lipides des produits qui peuvent aller de A voire jusqu'à D s'il y a un ajout de sucre, par exemple. Donc, la gamme complète disponible pour le consommateur final en sachet est avec un Nutri-Score. Idem pour la gamme de jus et nectar que nous proposons aux consommateurs. Souvent des jus et nectar qui sont un complément du fruit frais présenté, donc fruit frais sous tous ces aspects, puisqu'on va le présenter en fruits secs, en jus et à l'époque aussi en tartinade. Voilà. Donc, on peut passer à la suivante. Et puis, juste, comment on a communiqué sur ces sachets. C'est vrai qu'en France, on parle beaucoup de l'impact de la loi AGEC avec tout ce qui est obligation d'emballage recyclable. Donc, on communique sur nos sachets papier fruits secs. Ce n'était pas une obligation, mais on a choisi de le faire puisque ça nous permettait on va dire, de justifier le fait qu'on vend des fruits, mais qui sont dans des petits emballages. On a choisi donc un emballage papier et bien sûr, on continue à informer sur le produit et la filière en partie qui est quasiment en égale importance avec la partie emballage. Et donc, juste, je voulais préciser donc, que ce Nutri-Score, donc, il est sous 2 marques, la marque ProNatura, la marque Biodé. On l'affiche également pour marque distributeur Biocoop pour les jus, mais les notes s'échelonnent de A à D, puisque pour un nectar où il y a un ajout de sucre, la note apparaît sous D. Donc pour les produits non transformés, le choix de produits sains s'impose et on n'a pas mis encore de Nutri-Score, on n'a pas à ce jour de volonté de le faire. On tendrait plutôt vers ce qui importe pour des produits biologiques. Ils sont contrôlés. On a plus de 660 prélèvements pour analyse de contaminants par an et on ne peut pas communiquer aujourd'hui pour un produit biologique qu'il n'y a pas de pesticides, alors que d'autres références peuvent se le permettre.
Donc pour nous, des affichages de type Planet Score seraient un plus, même sur un produit non transformé, qui font ressortir en un clin d'œil, en un coup d'œil, pardon, l'absence de pesticides, la biodiversité et le climat, éléments sur lesquels on peut agir et on peut avoir des audits et des éléments pour le prouver. Voilà, contrairement à des affichages autres que l'on peut trouver avec EcoScore qui prennent peu en compte ou pas suffisamment en compte le mode de production biologique. Voilà, j'ai terminé pour la présentation et je vous remercie encore. Merci beaucoup Valérie, très très intéressant aussi comme expérience pratique, hein, et on voit tous les éléments, comme l'ont dit les différents intervenants aujourd'hui, c'est une chose en plus, elle est volontaire, c'est en même temps déjà un marqueur de différence entre enseignes, mais ce n'est pas la seule chose bien entendu. Alors nous avons quelques différentes questions en fait. Marie, il y en a une un petit peu pratique en fait pour vous sur l'OCDE, hein, et comment vous incluez les participants africains, les pays en tout cas africains dans votre travail sur le sujet. Eugenia, there is some questions for you actually. Eugenia, quelques questions vous sont adressées, raison pour laquelle moi je vous demanderai par rapport aux deux entreprises présentées par Guillaume et Valérie, quelles sont les différentes normes utilisées par HPW. La composition nutritionnelle semble être un problème majeur, mais certains participants pensent qu'il faut mettre l'accent sur les bonnes pratiques de production, l'étiquetage, la certification, la sensibilisation également a été souvent mentionnée. Alors, Eugénia, vous avez parlé de vos séchoirs, de vos systèmes de séchage, parce que nous avons toute une série d'opérateurs qui nous suivent aujourd'hui. Alors, si vos produits proviennent essentiellement du Ghana ou d'autres régions, c'est une autre question qui vous a été adressée. Quant à Guillaume, on vous demande quelle est la répercussion de l'étiquetage nutritionnel sur les ventes. Est-ce une garantie de qualité de produit aux yeux de vos consommateurs en tout cas? Avez-vous quelque chose à ajouter à ce sujet? Quant à Valérie, vous nous avez précisé que vos produits sont vendus à 10% pour des produits préemballés, mais qu'il y avait un certain manque sur le marché. Et les personnes vous demandent si les magasins dans lesquels vous vendez sont Global Gap et s'il y a là une garantie de qualité aux yeux des consommateurs. Alors voilà toute une série de questions qui vous sont adressées, ainsi que les relations avec les sources d'approvisionnement. Qui souhaite commencer? Valérie et d'autres se sont également vus adresser des propositions de produits. Alors, Eugénia, commençons par Eugénia. Bonjour, rebonjour. Alors, pour ce qui est des séchoirs que nous utilisons des dispositifs de séchoir à base de chaudière utilisant l'énergie solaire et nous utilisons, comme je l'ai dit, les semences de mangue, les coques de noix de coco pour alimenter ces machines de séchage. Alors, d'où proviennent nos matières premières? Nous avons des produits qui viennent du Ghana et de Côte d'Ivoire également. Merci beaucoup. Guillaume. Merci. Alors, peut-être sur la première question, sur la relation avec nos fournisseurs, on fait le choix d'avoir un nombre de fournisseurs relativement restreint. On travaille avec 5-6 fournisseurs actuellement. Et ce sont toujours des partenariats de long terme. C'est-à-dire qui se comptent en années, voire en dizaines d'années pour certains, en plusieurs dizaines d'années pour certains. Donc, ce qui ne veut pas dire qu'on ne change jamais de fournisseur, ça arrive régulièrement. Mais voilà, on n'est pas du tout dans des logiques d'achat spot.
Au contraire, on essaie de construire des relations de long terme, ce qui est essentiel pour garantir une bonne qualité de produit, bien sûr, mais également dans une logique, ça a été beaucoup évoqué notamment par Valérie sur des questions de responsabilité sociétale, avec des logos Fairtrade, des certifications Fairtrade. Si on veut rentrer dans cette logique, on s'inscrit dans le long terme. Donc ça, c'est aussi des messages à faire passer à nos clients. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le décider tout seul. Il faut également que lorsqu'on fait du commerce avec nos clients, qu'on arrive à leur envoyer ces messages-là et que c'est très important, que leurs décisions en bout de chaîne vont impacter toute la chaîne et bien sûr, y compris les producteurs à l'origine. Donc, on va évidemment les voir aussi régulièrement qu'on peut, quand il n'y a pas trop de Covid et qu'on arrive à voyager, ce qui ne facilite pas le métier ces dernières années. L'autre question portait sur l'impact des ventes. Alors, l'étiquetage nutritionnel ou les logos nutritionnels sur les ventes, c'est assez difficile de répondre à cette question. Je dirais que l'étiquetage nutritionnel, le tableau nutritionnel en tant que tel, est un prérequis en Europe pour nos produits, pour les produits transformés. Donc, on ne peut pas dire que le mettre soit un avantage puisque c'est une obligation dans notre cas. Les allégations nutritionnelles, clairement, lorsqu'on en a, lorsqu'elles sont possibles, elles sont souvent demandées par nos clients, distributeurs, et je pense appréciées des consommateurs. Je ne saurais pas dire de combien ça peut faire augmenter les ventes, mais en tout cas, c'est un avantage compétitif clair pour être référencé auprès de nos clients distributeurs lorsqu'on répond à des appels d'offres. Lorsque également on développe des étiquettes pour nos produits, leur service marketing nous sollicite et sont très friands de ce genre de discours, de ce qu'on peut dire notamment en termes nutritionnels, avec toujours un cadre réglementaire qui est quand même très très strict et qu'il faut bien maîtriser pour ne pas avoir de problème. Et enfin, comme j'ai pu l'évoquer un peu, le Nutri-Score devient de plus en plus, je pense, pour nos clients distributeurs, un élément de comparaison. Donc, avoir un bon Nutri-Score, c'est-à-dire lorsqu'il s'agit d'un produit transformé, avoir travaillé son produit pour obtenir un bon Nutri-Score est clairement un avantage compétitif. Bien, oui, en effet, merci beaucoup. Alors, il y a beaucoup de questions qui se rejoignent. Valérie, en plus de celles que je vous indiquais avant, vous avez, si vous pensez à un Eco-Certificate tout au long de la chaîne de valeur, c'est-à-dire la partie environnement, d'ailleurs, une qui est adressée un petit peu à tout le monde, de Rémi Kahn du CIRAD. Bonjour Rémi d'ailleurs. Comment chacun d'entre vous imaginerait l'introduction d'un indicateur de saison comme un climat score, par exemple, qui permettrait aux consommateurs aussi de choisir des produits moins impactants pour l'environnement. Et puis, oui, allez-y Valérie. Juste le choix des certifications Global Gap, elles sont pas pour nos consommateurs, on va dire, c'est pas vis-à-vis du consommateur, c'est vis-à-vis de notre propre référencement et des attentes de nos clients, surtout allemands, on va dire peut-être sur le marché. Donc, on ne peut pas référencer du jour au lendemain un fournisseur. Hein, j'appuie ce qui a été dit précédemment. Ce qui est important, c'est d'avoir pu auditer, avoir pu obtenir des éléments de traçabilité avant de commencer une nouvelle filière. C'est un engagement de longue date. C'est validé par des filières équitables, mais même une filière non équitable, pour nous, c'est un engagement sur plusieurs années, minimum 3 ans. Et on a seulement 10%, on va dire, en grande distribution, en partie emballée. Hein. Pourquoi? Ce n'est pas une volonté, c'est parce qu'il y a une réduction avec la concurrence croissante d'autres distributeurs et notre volonté aussi d'augmenter la distribution de produits en vrac, même en grande distribution. Ça, c'est quand même une grosse orientation qu'on a choisie
avec une aide de la part auprès des chefs de rayon par la mise en place de ce qu'on a appelé une bioacadémie. Donc, on va éduquer, avant d'éduquer le consommateur, nous, on n'est pas en B2C, hein, enfin, on est justement en B2C, je veux dire. Donc, on forme les chefs de rayon à la différenciation du produit biologique, du produit frais, à la manière de présenter un produit vis-à-vis du consommateur. C'est le produit d'appel quand on rentre dans le magasin, le rayon frais. Donc, vraiment, cette partie-là, on a beaucoup travaillé là-dessus. Et sinon, pour la question spécifique, la dernière question, c'était, est-ce que si vous pouvez me la rappeler, là, qui a été rajoutée. Ah oui, sur la partie écologique, hein, c'est ça? Nous, on a fait le choix de l'équitable hein, pour cette partie environnementale où pour nous, c'est mettre en avant les produits régionaux par un affichage et par une offre. Donc ça, c'est aussi une nouveauté de cette année. Toutes nos offres envoyées à nos magasins précisent les produits qui sont régionaux sur chaque site de vente, comme vous avez pu le voir. C'est précisé c'est pas seulement la France, mais c'est la région qui va être mise en avant. Et idem pour les produits qui sont qu'on appelle Bio Plus, qui vont avoir l'IGP ou AOP, etc., qui est mise en avant également. C'est une autre méthode de communication qu'on a choisie. Merci beaucoup. And there is, well, the one, I think it has been mentioned, it's a bit difficult. Oui, je crois que ça a été mentionné, mais nous avons une question qui revient tout le temps, c'est le Nutri-Score et son impact sur le coût du produit. Et une autre question sur le Nutri-Score également. Oui, le Nutri-Score, c'est bien, c'est simple, c'est informatif, en particulier pour les jeunes, mais il faudrait peut-être, nous dit-on, le développer plus du point de vue de la qualité, c'est-à-dire les seuils de fibres, les seuils de graisse. Et donc, comment pourrait-on développer plus avant ce score, ou plutôt ce label, le Nutri-Score, en tenant compte des implications du coût pour les opérateurs? Je ne sais pas si quelqu'un veut répondre à cette question. Guillaume? Si vous voulez. La question du coût n'est pour nous en tout cas pas vraiment un problème dans la mesure où le Nutri-Score est calculé à partir d'éléments dont on dispose déjà. C'est-à-dire que nous avons l'étiquetage nutritionnel que l'on doit contrôler par des analyses. Donc le coût se situe essentiellement au niveau de l'analyse. Le Nutri-Score n'implique pas vraiment de coûts supplémentaires, si ce n'est qu'il nécessite une modification des étiquettes. Donc, quand il s'agit d'étiquettes papier ou carton, c'est relativement bon marché, mais ça peut présenter un coût important, surtout, je pensais à ProNatura qui parlait de plusieurs milliers de références, si je ne dis pas de bêtises. Si on parle par exemple de conserve où le métal est imprimé, de lithographie par exemple, les coûts sont beaucoup plus élevés. La petite difficulté qu'on peut avoir parfois, c'est quand un produit se situe à la limite de deux scores, par exemple, je dis n'importe quoi, entre le B et le C, et que la tendance des résultats analytiques montre que l'on va changer de catégorie. Et donc là, il faut évidemment revoir l'étiquette. Et comme en plus c'est un système qui a plusieurs couleurs, on ne va pas rentrer dans les détails techniques de l'impression, mais ça veut dire qu'il faut revoir les éléments de photogravure de différentes couleurs. Et donc, les coûts sont quand même, du coup, dans ces cas-là, assez élevés. Donc, c'est cette petite difficulté, peut-être, sur laquelle il faut être vigilant et qui peut générer un petit peu de complications pour gérer ces étiquettes et les stocks d'étiquettes, évidemment, qui vont derrière. Merci Guillaume. Si personne n'a à ajouter sur ce sujet, Marie, vous avez répondu, je crois, à certaines des questions qui vous étaient posées, notamment sur l'OCDE, bien qu'il y aura une toute petite présentation maintenant. Mais est-ce que vous avez… Oui. Pardon, j'ai répondu, mais je crois seulement à vous dans le chat. C'était pour, effectivement, il y a tout un
continent qui n'est pas représenté dans l'étude dont je vous ai montré les débuts dans la deuxième présentation, c'est l'Afrique, et vous l'avez bien noté. Alors, je me suis renseignée auprès des personnes qui s'occupent de cette étude. Actuellement, elle est faite sur la base en fait, des pays qui sont membres de l'OCDE. Il y a 38 pays. Depuis récemment, l'OCDE s'est très développé vers l'Amérique latine. Donc, on a maintenant le Chili, le Mexique, la Colombie, le Costa Rica. Cependant, il n'y a pas encore de pays africains qui sont membres de l'OCDE. Et voilà pourquoi ça pâtit ça. Et j'ai aussi demandé s'ils envisagent peut-être d'avoir des pays observateurs. Ça, je n'ai pas la réponse là-dessus encore. Je ne peux pas vous dire, mais par contre, je vais porter la question parce que nous qui travaillons dans le régime des fruits et légumes, nous savons que c'est vraiment très important d'avoir toutes les cultures, toutes les origines, tous les climats aussi, et dans la discussion. Merci. Merci beaucoup Marie. Rémi, on répondra à ta question dans un à venir sur le climat, ClimaScore et beaucoup d'autres aussi. So I think we are just reaching actually the end. It's almost. En fait, je crois que nous arrivons au terme de cette réunion. Il est pratiquement 11h30. On a fait ici que lancer le débat. Nous n'allons jamais pouvoir couvrir toutes les complexités de la chose. C'était un débat très intéressant et chacun pourra toujours essayer d'approfondir son point de vue là-dessus et de nous contacter. Marie va vous donner des détails sur la manière de contacter l'OCDE notamment. Alors, à moins que un des trois opérateurs souhaite ajouter quelque chose, non? D'accord. Eugénia non plus. Donc, merci. Oui, Guillaume, vous vouliez ajouter quelque chose? We thank you because we know how busy you are. Mais c'est nous qui vous remercions parce que nous savons que vous êtes des personnes très occupées et nous donner un peu de votre temps dès ce matin, ça nous a été très précieux. Vous allez recevoir bien sûr tous les exposés et les enregistrements. Si vous voulez contacter quelqu'un d'autre, n'hésitez pas. Nous ne pouvons pas donner des contacts parce que tout ceci est réglementé. Pas d'accès aux données personnelles, mais nous pourrons vous mettre en relation avec cette personne avec son accord. Marie, moi-même et nos collègues sommes à votre disposition. Marie va conclure maintenant. Elle va parler un peu de notre travail, du travail de l'OCDE avec COLEACP, qui est une association d'opérateurs du secteur privé spécialisée dans le secteur des fruits et légumes et dans l'agroalimentaire en général, présent en Europe bien sûr, mais également surtout en Afrique, dans les Caraïbes et dans le Pacifique. Et nous appuyons naturellement, oui, vous avez également des coordonnées qui vous sont disponibles si vous voulez présenter votre entreprise. Nous pouvons vous fournir des analyses de données sur le soutien à la chaîne de valeur, assistance technique et assistance en termes de prise de contact financière. Donc, sans plus attendre, Marie, s'il vous plaît, merci encore à tous pour votre participation et j'espère vous revoir bientôt. Marie, c'est à vous. Merci Isolina, merci à tous. J'espère que vous voyez ma présentation. Oui, nous voyons. Elle ne veut pas se mettre en plein écran à 10h28. Alors, elle est en plein écran maintenant. Merci. Merci de votre attention sur ces dernières minutes. Il s'agit simplement de vous présenter très vite pour ceux qui n'étaient pas là en septembre pour le premier séminaire que le COLEACP avait organisé conjointement avec l'OCDE. Qu'est-ce que c'est que le régime de l'OCDE pour les fruits et légumes? Parce que je vous ai parlé de ma collègue OCDE Céline. L'OCDE, 38 pays membres, il n'y a pas l'Afrique dedans, mais dans le régime de l'OCDE pour les fruits et légumes, c'est différent. Voilà les pays qui sont membres du régime. Je voulais juste en profiter pour vous signaler que depuis 2022, nous avons 2 nouveaux pays membres du régime de l'OCDE pour les fruits et légumes. C'est la Croatie et la Slovénie. Nous avons des pays africains et après, nous avons des pays sur tous les continents. Ce régime de l'OCDE pour les fruits et légumes, il a été mis en place en 1962 et à l'époque, je pense qu'il était déjà en charge de mettre en place des normes de commercialisation des fruits et légumes frais et secs. Depuis un certain temps,
Depuis les années 90, l'OCDE se charge essentiellement de faciliter le commerce international à travers une compréhension commune et une mise en œuvre commune de l'interprétation des normes. En fait, les normes, ce sont les normes qui sont faites par les Nations Unies et par le Codex. Et à l'OCDE, ce qu'on fait principalement, c'est de se mettre d'accord sur un cadre commun de contrôle de la qualité commerciale des fruits et légumes au travers de plusieurs outils dont les principaux sont une méthode commune de contrôle qualité qui fait partie de contrôle de la qualité commerciale, qui fait partie des règles de notre programme. Et pour que tout le monde soit au même niveau, nous avons plusieurs produits, plusieurs objets que nos pays membres, nos 28 pays membres, autour de la table définissent et sur lesquels ils se mettent d'accord, et notamment des lignes directrices et du matériel de formation. Donc là, je vais passer très vite parce que je voulais vous montrer très rapidement une nouvelle ligne directrice qui est sortie suite au Covid. Nos pays se sont penchés sur comment organiser, continuer, garder une continuité dans le contrôle de la qualité commerciale de ces fruits et légumes, quelles que soient les circonstances, y compris en cas de crise. Et le COLEACP, qui est une organisation observatrice du régime de l'OCDE pour les fruits et légumes, était membre de ce groupe de travail qui a abouti à la sortie de ces lignes directrices qui existent aussi en français. Elles vont être en ligne très bientôt sur notre site. Et merci beaucoup au COLEACP de sa participation active. Vous connaissez certainement les brochures interprétatives sur lesquelles je vais passer très vite. C'est aussi un matériel très utile qui est utilisé au-delà même du régime pour les pays qui voudraient rentrer dans le régime, ou bien pour simplement former des gens, parce qu'elles sont très richement illustrées sur tous les défauts. Mais bien sûr, cela concerne absolument pas la nutrition, mais ça concerne la qualité commerciale. L'OCDE garantit aussi un étiquetage des fruits et légumes, mais en matière de qualité commerciale, avec la catégorie, le calibre, une certitude sur le pays d'origine et bien sûr la nature du produit. Là, je voulais vous montrer les dernières brochures qui ont été votées et qui vont bientôt paraître. Donc, il y en a deux qui sont issues des normes du Codex. Il y a deux brochures qui continuent à être travaillées parce que, justement, avec le Covid, il y a eu, comme tout le monde, tous les secteurs ont été touchés. Et comme on travaille, nos délégations travaillent beaucoup avec le secteur privé, les producteurs, pour avoir des belles photos. Et actuellement, on n'a pas pu aller sur le terrain pendant 2 ans, ça a été très compliqué. Donc, il y a des brochures qui ont pris du retard, c'est normal. On a aussi des traductions. Là, je vous donne l'exemple des traductions allemandes. Mais en fait, chaque pays membre de l'OCDE peut demander à faire ces traductions. Et maintenant, nous sommes au point, très au point maintenant pour mettre en ligne nos traductions. Eh bien, il suffit simplement de nous envoyer des traductions et on pourra les diffuser sur notre site. Je vais m'arrêter sur cette diapo parce que l'OCDE, avec d'autres organisations internationales, mutualise les moyens et pour maintenir un bon niveau d'échange, de formation et surtout d'échange d'expérience sur le contrôle de la qualité commerciale des fruits et des légumes. Et à venir, nous avons une formation pour les inspecteurs nationaux, une formation internationale aux Pays-Bas du 14 au 16, du 14 au 16 juin 2022. Je crois que ce n'est pas indiqué correctement sur ma diapo, du 14 au 16 juin 2022. Et l'année prochaine, en mars, il y aura la formation qui est mise en œuvre par l'Allemagne. Également à laquelle peuvent participer, surtout que maintenant ça se fait beaucoup à distance, des centaines d'inspecteurs et de personnes intéressées. Enfin, nous travaillons actuellement avec le COLEACP sur la mise en ligne d'un outil d'auto-formation sur une plateforme de e-learning, comme on dit, et ce sera pour notre premier essai avec le COLEACP, un outil pour mieux appréhender
les fameuses règles communes et mises en place par l'OCDE pour mettre en œuvre le contrôle de la qualité au niveau par les inspecteurs en collaboration avec tous les opérateurs de la chaîne. Et ce projet devrait sortir cette année. Et ça, c'est une action avec le Collège SCP dont nous sommes vraiment fiers. Je vais m'arrêter là-dessus, Isolina, et je vous remercie pour votre attention. Et je vais peut-être mettre la dernière diapo qui vous permet d'avoir un contact plus direct avec nous, notre site web et l'email de contact, si vous voulez avoir plus d'informations. Et je pense que j'ai été ravie, même si on n'a pas pu être présents tous ensemble, c'est-à-dire avec Céline, qui aurait pu vous présenter de façon plus globale et plus précise le travail qu'elle a fait. Moi, j'étais ravie de participer à ce séminaire. C'est toujours intéressant d'avoir les retours de terrain. J'ai noté plein de choses en dehors des questions qui étaient en rapport avec la présentation de Céline Ginet. Et je me réjouis à l'avance de la prochaine session, dont on n'a pas encore les dates, mais nous serons là aussi, l'OCDE, le régime de l'OCDE pour les fruits et légumes, à seconder le Collège ACP dans l'organisation de cette série. Merci à vous. Oui, et merci Marie. Je vois des questions. Quand se passera la formation Afrique de l'Est, etc. On va vous communiquer par courriel. Voilà, parce qu'on a déjà 5 minutes de retard en fait sur notre horaire. Merci beaucoup Eugénia, merci beaucoup Guillaume, Valérie, parce que c'est vraiment précieux les retours de terrain, comme le disait Marie. Merci aux interprètes qui nous permettent de communiquer, parce que vous avez vu que nous avons un public un petit peu de partout. Et merci à mes collègues de la technique. Si vous pouvez mettre votre caméra qu'on voit jamais, Axel qui travaille avec moi, dont vous avez tous entendu parler, peut-être vous ne connaissez pas son visage, Axel, ta caméra, Susanna de la communication et bien sûr Mohamed qui fait tout notre spécialiste de Zoom, voilà, de Maxi Zoom et Susanna en France aussi. Voilà, merci infiniment et à bientôt. Portez-vous bien et surtout prenez soin de vous. Bye.